Aujourd'hui, nous recevons Madame Fanny Ndunga, journaliste à la RT Mwangaza, aussi entrepreneur, responsable d'une ONG Faudi. Elle a plusieurs casquettes en même temps. Elle a créé une marque de cosmétiques. Aujourd'hui, nous sommes contents de la recevoir dans leur podcast, qui est un podcast de modèle d'intégrité, modèle de réussite dans notre communauté. Nous les mettons en lumière pour inspirer ceux qui aspirent aussi à devenir comme ces personnes-là. Bonjour Madame Fanny. Bonjour Pétronie. C'est un plaisir de vous recevoir. Ce plaisir est vraiment partagé. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter brièvement qui vous êtes, où vous avez grandi, dans quel contexte familial, vos études? Oui, moi je suis Fanny Ndunga. J'ai grandi à Lubumbashi, dans le quartier Makomeno. Je suis la troisième de ma famille sur 7 enfants. Et j'ai fait une grande partie de mes études à l'Institut Madini, une école de la FECAMI. Et en même temps, j'ai eu mon diplôme d'université, donc je suis licenciée en information, conception de système d'information, je voulais dire. Et en même temps, j'avais des ambitions d'aller faire l'ESI. J'avais commencé là-bas. Et j'ai fait pratiquement 3 ans en G1. Ça n'a fait pas marcher. Enfin, je tenais à faire la chimie industrielle. Et finalement, je suis partie à la statistique. C'est là que j'ai décroché mon diplôme de licence. Et juste après mes études, avant même de terminer mes études universitaires, j'ai commencé à travailler à la radio-télévision Mwangaza. C'était en 2006. Et après, j'ai eu un autre boulot. C'était chez Microcom. Et là, nous étions en train de gérer à deux le business center de Microcom, qui est un provider. Et en même temps, j'ai travaillé aussi à la Brassimba en tant que chargée de la communication. Bon, j'ai eu à travailler à différents endroits. Bref, à partir de 2012, c'est là que j'ai pris la décision de travailler pour mon propre compte. Oui, en même temps, je suis présidente du réseau des femmes fortes, entrepreneurs congolaises. Je suis aussi présidente des femmes fortes, de l'association des femmes fortes. À ne pas confondre, c'est deux associations différentes, mais qui portent presque le même nom. Okay. Oui. Et donc, en gros, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Vous avez balayé un peu tout ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre parcours par rapport à vos études, par exemple? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des études dans la statistique? Vous avez dit que vous avez repris 3 fois à l'ESIS. C'était quoi cette persévérance à vouloir être dans le domaine d'ingénierie informatique et puis c'est maintenant la statistique? Oui, sincèrement parlant, je n'avais jamais voulu terminer mes études à la statistique, sincèrement parlant. Et je m'étais sentie obligée d'y aller parce que je ne voulais plus voir l'université de Lubumbashi où j'ai commencé. J'avais fait 2 choix. Le premier choix, c'était la médecine. Et depuis mon enfance, j'aimais bien être médecin. Et même quand j'avais des poupées, il y avait toujours des marques, des piqûres sur toutes mes poupées. J'aimais beaucoup parce que dans la famille de ma mère, il y a beaucoup qui sont médecins et infirmiers. Et donc, on peut dire que dans ma famille, les gens ont un talent vraiment pour ça. Oui. Et quand je suis arrivée à l'université, en même temps, j'avais envie aussi de travailler dans l'entrepreneuriat, mais tout en produisant de quantités industrielles les produits que d'abord ma grand-mère était en train de fabriquer. Elle fabriquait le parfum, elle fabriquait le whisky. Et quand vous utilisez le parfum de ma grand-mère, bon, qui n'est plus d'ailleurs, vous n'allez pas voir même les traces de parfum sur votre vêtement. Vous pouvez faire 3 jours quand vous nettoyez votre habit, vous avez cette odeur. Et moi, je me disais qu'il faudrait que je fasse ces études-là pour pouvoir produire en grande quantité ce qu'elle est en train de réaliser. Vous voudriez être ingénieur chimiste? Oui, exactement. Okay. Ingénieur chimiste, mais en même temps, avec l'objectif de produire de quantité industrielle, en quantité industrielle. Et puis, j'ai commencé par produire le premier produit cosmétique. Là, j'étais en G2 quand j'ai quitté l'ESI, vu que ça n'avait pas marché pendant 3 ans.
Et j'étais tellement déçue, je n'avais même pas envie de faire la médecine, je n'avais même plus envie de mettre mon pied sur les cités universitaires parce que la déception, elle était tellement profonde. Alors, j'avais envie de faire autre chose juste pour avoir un diplôme qui pouvait me servir, oui. Parce que là où je voulais terminer et avoir un diplôme, ça n'avait pas marché. Et qu'est-ce qui avait fait que ça ne marchait pas? Bon, vous connaissez les réalités sur nos cités universitaires, toutes ces réalités-là qui ont fait que ça n'a pas marché pendant les 3 années. Et j'ai vu des jeunes filles comme moi qui n'avaient aucun projet, comme c'est que j'avais, le rêve comme je l'avais, mais qui réussissaient facilement, hein, facilement, qui réussissaient et qui avaient finalement défendu, après, qui ont eu leur diplôme de fin d'études. Et après ça, ben, le diplôme est resté dans la valise. Alors, j'ai quitté les cités universitaires, je suis partie à la statistique. J'ai fait l'informatique, donc la conception de systèmes d'information. Parce que là, je me disais que l'informatique, c'est ça qui pointe déjà à l'horizon par rapport à différents domaines. On utilise l'informatique et donc, je pourrais m'en sortir dans tous les domaines. Parce que je n'aime pas être statique à un même endroit. Non, je n'aime pas. Alors, c'est comme ça que je suis partie là. Je me suis dit que je pourrais travailler dans n'importe quel domaine de la vie, tout en étant informaticienne. Avec la médecine, vous pouvez vous retrouver aussi dans un hôpital en train de travailler. Avec, c'est pas moi, dans n'importe quel domaine de la vie. C'est comme ça que je suis partie. Je me suis dit que je dois décrocher mon diplôme et je l'ai décroché. Mais tout de suite, quand j'ai fini, je travaille déjà à Mwangaza. C'était quand j'étais en première licence que j'ai commencé à travailler à Mwangaza. Et déjà en 2002, c'est là que j'ai lancé mon premier produit. Je travaillais de façon informelle. Alors, j'ai commencé à produire un produit capillaire qui termine les pellicules. Et comme il y avait beaucoup de femmes qui avaient des problèmes de pellicules, moi aussi j'en avais, je me disais comment trouver une solution par rapport à cette situation. Et c'est comme ça que j'allais vendre de porte à porte au Home 2, au Home 6. C'est là qu'il y avait des étudiantes. Oui. Et bon, par après, j'ai évolué. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis femme entrepreneur. Et pour faire un petit retour, vous avez dit en M1, c'est là que vous avez commencé à travailler en montage. Oui. C'était quoi l'histoire derrière la transition de la statistique à être journaliste? C'était quoi? Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé? C'est quoi la petite histoire derrière ça? Oui, la petite histoire, c'est que avant de commencer à travailler à Mwangaza, mon père travaillait à la Gécamine. À un certain moment, la Gécamine était vraiment par terre. Oui, et nos parents n'étaient pas payés. Alors, je me disais qu'il faudrait que je puisse trouver un boulot qui pouvait me permettre de concilier les deux, en même temps que j'ai la facilité de payer de fisc le minimum, les papiers, les TP et autres, parce que on demandait en entre-temps beaucoup d'argent. Pour un syllabus, il fallait donner $10, il fallait donner $5. Alors, il fallait aussi donner un coup de main aux parents. Parce que nous, l'entrepreneuriat, nous l'avions commencé déjà aux humanités. Peut-être, quand vous aurez à poser cette question, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Et c'est comme ça que, en première licence, c'était au mois de décembre en 2005. Nous sommes partis avec le président de l'orchestre juste pour déposer un spot publicitaire. Et nous sommes entrés dans le bureau de Madame Rose. Moi, je se connaissais avec le président de l'orchestre. Moi, je la connaissais, mais en tant que journaliste, je la voyais à la télé, je l'appréciais beaucoup. Alors, à la fin de leur conversation, elle dirait, non, écoute, je voudrais travailler avec toi à la télé. Juste comme ça. Oui, mais avant, je priais, je demandais à Dieu de me donner un boulot qui pouvait me permettre d'étudier, de travailler. Oui. Donc, je n'avais jamais rêvé de travailler à la télé parce que j'avais horreur des caméras. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des communions, lorsqu'on était enfant, dans des familles amies, il y avait des caméras. Moi, je fouillais toujours la caméra. Oui, donc c'est comme ça que c'est arrivé. Elle a dit, je voudrais travailler avec toi. J'ai dit, non, pas moi.
Je saurais pas travailler à la télé. Elle a dit, tu as vraiment ce talent-là. Elle a vu ça. Elle a senti. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'elle a pu déceler ce talent-là sans pour autant me voir à l'œuvre? Je n'avais jamais fait ça. Mais en même temps, je me suis consolée en me disant, non, c'est parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner un boulot qui pouvait me permettre d'étudier en même temps de travailler. Parce que à l'université, c'est au courant de la semaine, et à la télé, on me proposait rien que le dimanche. Elle avait déjà une émission pour vous pour le dimanche. Elle avait une émission. Quand elle m'a vue, elle m'a choisi. Elle m'a dit, je veux chercher un autre frère de mon église. Ensemble, vous allez faire un bon duo. Vous allez très bien présenter cette émission. J'ai dit, non, prenez ma jeune sœur. Elle, au moins, elle aime la télé, elle aime les caméras. Elle dit, non, je ne vois pas ta jeune sœur. C'est toi que je vois, c'est toi que je prends. Mais comme je pars à Keene, je reviens au mois de janvier et vous allez commencer votre émission. Et c'est comme ça que nous avons commencé l'émission sans formation, sans rien du tout. Donc, elle vous a choisi. Elle a choisi aussi l'émission. Oui. Le nom. Non, même pas le nom. Le nom, elle nous a juste dit que voilà, vous allez commencer à présenter une émission chrétienne. Vous allez commencer à recevoir les artistes musiciens. Alors, avec Daddy, vous allez essayer d'apporter une certaine philosophie, essayer d'imaginer comment ça pouvait se passer. Et c'est comme ça que nous sommes cherchés avec Daddy. Donc, quand elle est revenue, nous étions dans la salle d'attente, elle devait nous recevoir. Alors, il y avait beaucoup de gens dans la salle d'attente. Alors, la secrétaire est venue, c'était notre tour. Elle a juste dit, Daddy et Fanny, c'est votre tour. Alors, nous nous sommes regardés. Je me suis dit, c'est lui Daddy. Et lui s'est dit, c'était Fanny. Et c'est comme ça que nous nous sommes vus pour la première fois. Je suis entrée et il est entré. On a eu des échanges avec Madame Rose. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec l'émission. Depuis 2006, le 5 février 2006. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait au moins 17 ans que je suis à la radio-télévision Mwangaza. Oui. Non, il y a eu à un certain moment la suspension de plusieurs émissions. Et quand c'était en 2016 et quand nous avions repris fin 2017, là c'était dans la rubrique au Rainbow. Oui, on a retenu juste quelques rubriques dans une grande émission Tout va bien. Okay. Ouais. Et comment était cette expérience de combiner le travail et les études en même temps? Bon, pour moi, c'était d'abord une très belle expérience, une bonne expérience dans le sens où c'était mon rêve de trouver un boulot qui pouvait me permettre et d'étudier et de travailler. Et quand j'ai commencé avec la télé, c'était vraiment difficile pour moi parce que je suis de nature timide. Et j'ai pris goût à cela, j'ai eu la passion pour la télé. Et quand vous avez la passion, donc vous avez un amour un peu exagéré de la chose, vous allez tout faire en tout cas. Vous n'allez pas retrouver des difficultés, des problèmes pour toujours être à la télé et combiner avec les études. Parce que là, je me disais que je dois être une grande dame. Là, c'est depuis mon enfance que je me le disais. Je dois être une grande dame, tôt ou tard. Je le disais à mes parents. Et donc, je tenais à avoir mon diplôme de licence. Parce que quand vous avez quand même un diplôme de licence, c'est aussi une clé pour votre vie. Et en combinant les deux, j'étais aux anges parce que j'ai retrouvé la passion. J'ai retrouvé un talent que je connaissais pas que j'avais, que Madame Rose, grâce au président Eddie Moupassa de la chorale de l'orchestre Cœur la Colombe, que j'ai pu découvrir ce talent qui était caché en moi. Et j'ai commencé, j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai décroché mon diplôme, mais c'est parti, j'ai commencé à travailler dans d'autres entreprises. Et voilà. Donc, vous êtes passé de cette peur à la passion. Oui, exactement. Vous a fait vivre, vous a permis d'épauler vos parents. Exactement, parce que vous savez, quand vous avez à un certain moment vos parents, au fait, le papa qui n'est pas payé, et à un certain moment, quand j'étais en G3, on leur a payé le décompte final. Et quand on paie le décompte final, ça veut dire que le papa n'a plus de boulot. Heureusement, oui, heureusement que à côté de papa, il y avait une femme forte qui est notre mère. C'est en soi une femme entrepreneur de la maison. Pendant toutes ces difficultés, c'est elle qui a su tenir la maison. En tout cas. Comment? En faisant quoi? Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nourrir la famille. Et donc, elle était dans
dans la commercialisation de certains produits alimentaires. D'accord. Ouais. Et quand vous disiez, depuis votre enfance, vous disiez que je vais être une grande dame. Quand Oui. vous disiez ça, la grandeur pour vous, ça représentait quoi? Ah, c'est une très bonne question, hein. Là, c'est une question que personne ne m'a jamais posée, sincèrement parlant. Quand j'étais petite, je pouvais avoir, c'est pas moi, 6 ans, 7 ans. Moi, je suis née pendant la période de Mobutu, du Zaïre. J'observais beaucoup Maman Cissé. Je l'admirais beaucoup, sincèrement parlant. Pourtant, c'est pas comme aujourd'hui, les premières dames d'aujourd'hui, elles sont vraiment à l'œuvre. Elles travaillent, elles sont dans des conférences, elles sont vraiment impliquées aux côtés de leurs époux et elles sont là pour le développement aussi durable du pays. Elles réfléchissent, elles se mettent ensemble, vous voyez. Mais dans l'ancien temps, c'était juste une première dame qui accompagne le monsieur dans toutes ses activités, vous voyez. Et bon, moi, je l'observais, je la trouvais, pour moi, c'était une grande dame, aux côtés d'un grand homme. Alors, sa façon d'être calme, posée, elle ne parlait pas trop, elle ne gesticulait pas beaucoup. Et au fur et à mesure, je découvrais chez les mamans, comment est-ce qu'on appelait encore, les mamans Kondifa, qui s'occupaient de tout ce qu'il y avait comme politique avec le président Mobutu. Il y avait des grandes dames de société, entre autres de la Gécamine, des femmes qui occupaient des postes de décision. Et c'était des femmes qui vous réfléchissaient, parce que à la Gécamine, on ne donnait pas un poste à une personne juste pour sa tribu, ou juste par c'est pas moi, un lien de famille. Là, il y avait des tests qui se faisaient. Et là, on avait des vraies dames à leur poste. Et j'admirais ces grandes dames de la Gécamine qui occupaient des grands postes. Leur façon de s'exprimer devant le micro dans les médias, elles n'étaient pas nombreuses pendant ce temps-là, mais j'admirais, je me disais qu'il faudrait que je sois une grande dame plus tard. Ça, c'est une noble course. Mais revenez par rapport à votre parcours entrepreneurial. Oui. Vous avez fait mention que vous avez fabriqué votre tout premier produit. Oui. Vous étiez encore sous le campus. Exactement. Et que vous avez commencé à revendre ce produit-là. Oui. Alors, venant déjà d'un parcours où vous aviez fait 3 ans Oui. dans une filière qui devait vous amener. Qui devait me propulser. Vers la fabrication de produits. Pour moi, je pense que ça a été une déception pour Une vous. grande jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. De ne pas pouvoir accomplir cela. Alors, Oui. qu'est-ce qui a tiqué en vous pour que vous puissiez vous remettre à fabriquer des produits pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'était quoi le déclic? C'était à quel moment vous vous êtes dit, bon, je vais y aller même si j'ai pas la licence pour ça, mais je vais quand même le faire? Oui, vous savez, quand vous êtes une femme forte, moi, je me dis toujours qu'il ne faudrait pas tenir compte de l'âge. Vous voyez, on est forte en soi dès le bas âge. Vous voyez? Et quand on est forte déjà dès le bas âge, quand on prend une décision, on tient à d'abord fixer les objectifs, même en étant enfant. C'est là que vous verrez des enfants qui disent que moi, je ferai ça quand je serai grand. Et d'autres, jusqu'en 5e secondaire, la personne ne sait pas qui elle sera, vous voyez. Et donc, j'avais déjà pris cette décision-là. J'avais des objectifs que je devrais atteindre. Et partant de ça, j'ai foncé en me disant que c'est vrai que je fais les statistiques. Je dois être dans le domaine pour lequel je dois vraiment œuvrer. Et statistiques, c'était pour avoir un diplôme de licence. Mais là où je devrais être, on m'a fermé la porte, mais pas mes initiatives. Vous voyez, j'en avais. Et je me suis dit que je peux pas effacer non plus en un clin d'œil mon rêve. Il fallait que je puisse vivre mon rêve. Et l'entrepreneuriat, je l'ai commencé grâce à mes parents. Parce que quand nous étions jeunes à ma commune, vous savez, les enfants Gécaminards, nous étions cette classe moyenne qui n'existe pas aujourd'hui en soi en RDC. Hein. Alors, on avait vraiment une très belle vie en tant qu'enfant cadre de la Gécamine, parce que la Gécamine nous donnait tout, même les voyages. Et
quand on était adolescent, on voyait certaines familles qui donnaient l'argent de poche à leurs enfants. C'est vrai, pas tout le monde. Et quand on posait la question de savoir, mais pourquoi nous on ne donne pas l'argent de poche, alors les parents disaient que c'était pour notre éducation. Et à 16 ans, quand j'avais 16 ans, j'étais en 4e secondaire. Une fois, les parents nous ont appelés au salon. Ils nous ont dit, écoutez, on ne vous a jamais donné votre argent de poche. Aujourd'hui, nous sommes décidés de vous donner votre argent de poche. On va donner à chaque personne l'argent de poche. Donc, c'était papa et maman là devant et nous autour de la table. Et ils ont sorti l'argent, ils ont donné à chaque enfant. Et maman a pris le soin d'orienter chaque enfant en disant, moi, comme c'est moi qui suis sur ce plateau, on m'a dit, Fanny, toi, tu vas commencer à faire les croquants et les arachides. On m'a donné l'argent et maman m'a orientée. Elle m'a dit, voilà ce que tu dois acheter comme ingrédient pour fabriquer le croquant. Elle m'a montré comment préparer les croquants. Elle m'a donné un cahier. Elle me dit, tu vas commencer à noter les dépenses dans ces cahiers, les bénéfices et tout. Je vais te montrer comment gérer. Et chaque enfant, c'était pareil. Et après, quand je suis arrivée à l'université, nous avons continué. C'est là que je commençais avec mon premier produit. Vu que la grand-mère avec qui on était à la maison était rentrée à Keene, et puis en 2005, elle était partie, elle n'était plus. Mais en 2003, je me suis dit qu'il faudrait que je commence avec mes propres produits au lieu de compter sur les produits de ma grand-mère. J'ai commencé avec le premier produit capillaire qui faisait pousser les cheveux. C'était à base de l'aloe vera. Et si vous vous rappelez, en 2002-2003, YouTube, on ne connaissait pas YouTube comme aujourd'hui. Les réseaux sociaux, on les connaissait. On connaissait au moins, c'est comment encore, i5. Bon, peut-être que vous n'avez pas connu ça. C'était avant YouTube et les autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre ce produit-là, qui n'avait pas encore de nom. Je les mettais dans les boîtes en plastique, vous voyez, les boîtes de crème qu'on vend dans certaines pâtisseries. J'allais vendre d'abord avec mes collègues de promotion. Je vendais à $5. Puis après, j'allais de porte à porte sur les cités universitaires, au Home 2 et Home 6, je m'excuse. Et c'est comme ça que je vendais à $5. Et c'était cash, pas de dette. Et je savais payer facilement, je sais pas moi, les papiers, le transport, voilà. Bon, je peux parler de talent. C'est un talent inné en nous, vous voyez, parce que personne pendant ce temps-là ne m'a montré comment faire une huile capillaire pour terminer les pellicules et pour faire pousser les cheveux. Et pendant ce temps-là, personne ne connaissait encore l'aloe. Bon, je peux pas dire personne. À Lubumbashi, on ne parlait pas de l'aloe vera. Et là, c'était grâce à ma mère, parce que ma mère aussi a beaucoup de compétences, beaucoup de talents. Et c'est comme ça qu'ensemble, moi, je lui ai proposé ce que je voulais faire. Ensemble, on a fait la chose. Et j'ai commencé à commercialiser et c'est parti. Donc, le but, c'est de ce moment jusqu'à votre en tant qu'étudiante, mais en même temps, la vision, je l'avais parce que moi, je me disais que en allant à l'ESI, nous allons beaucoup plus apprendre parce qu'il faudrait quand même, quand on cherche à commercialiser, il faut le faire en grande quantité. Et les grandes quantités, ça demande vraiment des connaissances en chimie. Parce que moi, je connais, il y a des amis avec qui on a commencé à l'ESI, qui ont fini là-bas et qui sont au CRA. Et au CRA, voilà, il y a tout ce qui a trait à l'alimentaire. Il y a des gens qui sont là-bas. Et moi, je devrais m'orienter de côté cosmétique. Mais c'est un rêve qui m'a été arraché. Et partant de ça, j'ai essayé de chercher dans la ville de Lubumbashi si je pouvais trouver des endroits où on pouvait fabriquer des produits cosmétiques. Je n'avais jamais trouvé. Et avec le talent que Dieu nous a donné, on a commencé à tester d'abord en famille, avec des amis. Ça marchait. C'est comme ça qu'on a commencé à commercialiser, à laisser le produit pendant longtemps pour voir comment est-ce que le produit se comportait. Et voilà, c'est parti de là et on a commencé à diversifier les produits jusqu'à avoir aujourd'hui même les produits pour les peaux d'albinos. Donc, ça protège contre les rayons solaires. C'était mon mentor. Exactement. Oui. Alors, je voudrais savoir quels sont quelques des
leçons que vous aviez tout retenu, que vous gardez jusqu'à aujourd'hui, que maintenant vous avez enseigné. La grande leçon, c'est que, vous savez, quand on est jeune, il y a, c'est que nous pensons être une imposition de nos parents. Quand on est adolescente, vous dites que, bon, mes amis ne vendent pas, mais pourquoi je dois me mettre à vendre? Et vous savez, Makomeno, pendant ce temps-là, quand vous vendez, et même, je me rappelle avec mon jeune frère aussi, quand il commençait, il y a ses amis, je m'excuse, ses amis qui se moquaient de lui, parce lui, il avait commencé avec rien que des chics sur une table. Et au fur et à mesure, il a rempli la table, il avait beaucoup de produits sur sa table, des biscuits, des chocolats et tout, beaucoup de choses. Et ces mêmes amis qui se moquaient de lui venaient emprunter l'argent chez lui, vous voyez. Et je me suis dit que dans la vie, les parents sont pratiquement nos dieux sur la terre, vous voyez. Et je rends d'abord grâce à Dieu de m'avoir donné ce genre de parents. Si je parle aussi de genre de parents, je parle aussi de mon père, parce qu'il nous a aussi soutenus dans nos actions, nous accompagnait dans nos actions. Et la maman, au début, c'était un peu comme une imposition. On ne comprenait pas encore bien l'avantage, l'importance de l'entrepreneuriat. Mais elle comprenait déjà la vie. Elle savait que ça pouvait nous aider. Et au fur et à mesure, quand on a commencé réellement à vendre, et c'est là que pour ma première fois, j'ai dû acheter une chaînette en garantie avec mon argent propre. Et c'est là que, depuis ce temps-là, je me dis que avec mon argent, je ressens un plaisir, un plaisir, Ah là là. Non, ça va. Sinon, si je bois de l'eau, ça risque encore de coincer. Voilà. Alors, quand vous achetez, par exemple, pour la première fois, j'avais 16 ans, pour la première fois de votre vie, vous achetez une chaînette en garantie, des boucles d'oreilles en garantie avec votre propre argent. Et c'est déjà un départ pour tout. Ça veut dire quoi? Vous dites que je suis capable de pallier à certains de mes besoins seuls. Et c'est comme ça que ça nous a vraiment, ça nous a beaucoup encouragés à beaucoup travailler, à aller de l'avant et à commencer à subvenir à nos besoins. Et c'était vraiment un grand coup de chapeau à notre mère qui nous a vraiment orientés de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, mes sœurs sont aux États-Unis, elles cessent d'appeler maman pour dire que tu es une mère spéciale pour nous, dire à papa que tu es un père spécial pour nous, parce que ici, sans l'éducation que vous nous aviez donnée, ça serait compliqué pour nous. Mais avec ce que vous nous avez donné comme éducation, en tout cas, merci, vous êtes spécial. Et c'est comme ça que nous nous disons qu'avec ce que nous avons reçu de nos parents, on continue à évoluer, à émerger. Parce qu'aujourd'hui, si je peux vous montrer même les produits que nous avons, les emballages grâce au gouvernement aussi, qui a financé les entrepreneurs congolais, nous sommes aussi bénéficiaires de cela. Et nous sommes sur la bonne voie grâce à nos parents, vous voyez. Et donc, nous venons de loin et nous allons dans la bonne direction. Votre parcours, il est quand même particulier parce qu'en même temps, vous avez, comment dire, réussi à enchaîner plusieurs travaux. Exactement. Pour les privés, en même temps, avoir aussi un parcours entrepreneurial qui est quand même inspirant. À partir du moment où vous avez trouvé votre travail à Mambasa, vous avez fini en statistique, vous êtes alors encore travailler pour les privés. Exactement. Et travailler à Mambasa et entreprendre en même temps. Ces trois choses, comment vous Oui. les avez gérées? Oui. J'ai géré cela, vous savez, quand on commence à travailler déjà en tant qu'entrepreneur à l'âge de 16 ans, on a une certaine éducation que nous donnent nos parents qui sont dans l'entrepreneuriat, qui nous aident à pouvoir bien gérer notre temps. Et là, c'est aussi surtout de côté de papa.
Lui, vous voyez, les anciens Gécaminards, ils étaient vraiment très ponctuels. Ils savaient gérer leur temps. Et lui, il a joué ce rôle-là aussi. Et c'est là qu'il fallait savoir planifier. Parce que quand vous ne savez pas planifier vos activités, vous ne saurez jamais combiner toutes les activités au même moment, ça va vous compliquer. Et si au moins vous aviez eu l'habitude d'abord, tout en étant aux humanités, vous étudiez, en même temps vous devez faire les croquants, en même temps vous devez aller au marché, en même temps... En fait, c'est une école. Ça ne vient pas du coup, c'est une école. C'est pour ça que moi, je dis souvent aux parents, commencez avec vos enfants quand ils sont jeunes. Ne vous dites pas que non, ils sont encore tout petits, il faut attendre qu'ils grandissent, qu'il ait 20 ans, 25 ans. Non, qu'ils commencent déjà à l'âge de 14, 15 ans, c'est déjà dans le banc. Nous avons commencé comme ça. Tu pars au cours et puis à un certain moment, on était plus à Madine, on était à Djama et tout. Tu pars au cours, tu es de l'après-midi, les avant-midi, tu dois étudier, tu dois aller au marché, tu dois programmer pour faire les croquants, tu dois aller déposer. C'est pas que quelqu'un va déposer à ta place. Et ça a été pour nous déjà un entraînement. Un entraînement. Et quand on est arrivé sur le campus, au campus, c'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de taxis, il y a beaucoup de taxibus. Non. Nous, avant, il y avait juste que quelques taxibus, d'ailleurs, il n'y avait pas de taxi. Et il fallait faire un cafouillage terrible. En même temps, tu dois étudier, en même temps, tu dois vendre les croquants. On les déposait dans une alimentation d'une amie à maman. Tu dois veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas rupture de la marchandise. Et puis, c'était un endroit vraiment fréquenté vers le sapin 2. Quand les gens devraient aller au cimetière, retourner, c'était un endroit vraiment de pointe. Alors là, il fallait bien s'organiser. On a appris déjà à mieux nous organiser. Et quand je suis arrivée finalement à la fin de mes études, j'ai eu le boulot. D'abord, avant de terminer, de décrocher mon diplôme de licence, je savais combiner Mwangaza, femme entrepreneur. Et quand j'ai eu un boulot au niveau de Brassima en tant que chargée de la communication, je savais combiner le tout. Donc, c'est un exercice qui n'a pas commencé du coup, mais qui a commencé déjà quand j'étais adolescente. Ok. Donc, c'est quelque chose que vous avez compris. Exactement. Ça a été pour moi un entraînement. Okay. Je pense que nous tous, on peut parler de cet exemple. Moi, déjà très tôt, oui. à l'âge déjà de 12 ans, quand je viens d'une famille où on n'est pas venu du travail, mais beaucoup plus, mes parents sont des commerçants. Oui. Depuis très tôt, donc on avait cette discipline-là. Exactement. Déjà, de 12 ans. Dès que tu quittes l'école, tu dois être au magasin. Voilà. Donc, on ne te donne pas ce temps libre-là. Exactement. De faire autre chose. Tu sais que quand je quitte l'école, je dois être au boulot. Exactement. Et ça te permet de nourrir cette discipline-là du travail. Exactement. Mais parlons de votre entrepreneuriat, parce que j'avais beaucoup plus à apprendre sur les cosmétiques. Oui. Vous avez dit que vous avez commencé d'abord avec de l'huile. Le premier produit, c'était une huile à base d'aloe vera. Et en 2002-2003, beaucoup de gens ici à Lubumbashi ne connaissaient pas c'est quoi l'aloe vera. Moi, je l'avais découvert à travers mes parents. Et c'est à partir de ce moment que je suis entrée vraiment sur Internet pour découvrir les vertus de l'aloe vera. Et c'est quoi c'était Internet dans ce temps? Parce que vous n'aviez pas YouTube. Et non, il n'y avait pas YouTube, mais il y avait Google. Il y avait Google. Et puis, bon, Google, i5, c'était un peu comme Facebook aujourd'hui. Hein? Vous étiez très tôt à la page par rapport à Internet. Oui, tout à fait. En 2002, beaucoup de gens. Tout à fait, parce qu'on allait souvent dans des cybercafés. C'était un luxe quand vous avez une adresse email. Et le fait d'avoir une adresse email, on pouvait s'écrire avec les amis qui sont partis à l'étranger, parce que à ma commune, la plupart de mes amis sont partis en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, et il fallait que nous puissions nous écrire, et c'est comme ça qu'on a développé. Il n'y avait pas encore non, c'était rare de trouver des gens avec des téléphones portables, et on s'écrivait régulièrement. Et quand on ne part pas pour des mails avec des amis, et on essaie de faire des recherches. L'esprit de recherche a commencé déjà bien longtemps. Vous savez, quand vous faites quand même des bonnes études telles que Madini, San Mardadet, Jamet, donc là, on vous pousse à faire des recherches sur Internet. Et en dehors de trucs qui ont trait à l'école, aux études,
vous poussez aussi votre intelligence un peu plus loin. Vous dites que par rapport, quand vous avez des objectifs assignés, vous allez tout faire pour vous enrichir. Donc, vous allez chercher des compétences à travers l'Internet. C'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup lire. Et par rapport aux produits à base d'aloe vera, j'ai commencé à lire les bienfaits de l'aloe vera, comment est-ce que ça agit, c'est bien pour la peau, pour la santé et tout, pour les cheveux. Et quand j'ai lu que c'était bien pour les cheveux, je me suis dit, voilà un truc que je cherchais parce que moi-même, j'avais beaucoup de pellicules. Et depuis que j'ai utilisé ça pendant plusieurs années, j'ai plus de problèmes de pellicules comme j'en avais auparavant, hein. Et même pendant ce temps-là, beaucoup de femmes défrisaient leurs cheveux. Alors, quand il y a de l'acide qui brûle sur votre peau, quand vous prenez cette huile à base d'aloe vera, quand vous appliquez, vous allez vous rendre compte que les cheveux ne vont pas vraiment se casser à l'endroit. Il faudrait pas les arracher quand ça s'est déjà plaqué. Et ça va vous aider à détacher les cheveux et à faire pousser les cheveux à l'endroit. Oui, Madame Fanny, là, on va parler un peu de votre parcours dans l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir combiné le salariat et l'entrepreneuriat en même temps? C'était quoi l'objectif de les combiner pendant si longtemps et de ne pas avoir fait un choix de faire l'un soit l'autre rapidement? Oui, en ce quand j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, je travaillais dans l'informel, vous voyez. Alors, quand vous êtes dans l'informel, là, vous vous sentez toujours obligé de travailler aussi pour avoir votre salaire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile dans le sens où vous n'avez pas à vous attendre à un salaire mensuellement, hein. Oui, et donc c'était dans ce sens-là qu'il fallait combiner. Là, je parle de quand j'étais en même temps à Mwangaza, en même temps jeune entrepreneur. Puis après, quand j'ai commencé à travailler en tant que chargée de communication de Prasimba, là, c'était sur commande que je pouvais faire mes livraisons. En même temps, je travaillais, j'avais beaucoup de boulot à faire parce que 2 fois, je pouvais travailler même à 22 heures avec des activités marketing. Voilà un peu comment ça pouvait se passer, surtout quand l'entreprise s'est décidée de faire un marketing de lancement de jeux par rapport aux boissons. Vous pouvez vous retrouver à 20h, 21h. Vous devrez médiatiser les actions marketing de l'entreprise. Et voilà. Mais à un certain moment avec l'entreprise, notre entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai démissionné de Prasimba en tant que chargée de communication, là c'est vraiment pour des raisons personnelles, j'ai commencé à travailler avec un monsieur, un Français, un jeune Français, c'était en 2010, qui était venu pour le compte d'une entreprise minière. Et il était envoyé par des bailleurs des fonds. C'est lui qui devrait mettre sur pied une entreprise en soi. Et on a commencé à travailler avec lui au début. Là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et pendant qu'on travaillait, à un certain moment, il a recruté un autre monsieur qu'il avait trouvé par hasard à l'aéroport. Et ce jeune homme-là, c'était un étudiant qui avait sa voiture. Et pendant ses heures creuses, en tant qu'étudiant, il faisait le taxi à l'aéroport. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et finalement, le blanc lui dira que voilà, tu as commencé à m'aider. Donc, tu as commencé à m'accompagner dans mes courses. Et moi, je commençais à te payer à la fin du mois. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Nous avons commencé à travailler ensemble avec ce monsieur-là. Moi, je tenais sa comptabilité. Et à un certain moment, là, c'était en 2010, 2011, tout allait bien. En 2012, il était question de trouver maintenant un endroit au centre-ville pour commencer à travailler. Et comme en 2011, il y avait déjà les élections qui se pointaient à l'horizon, à un certain moment, le monsieur a commencé à me poser des questions sur ma tribu. Alors, j'étais un peu, un peu étonnée. Pourquoi? Parce que, oui, un Français, justement, un Français qui arrive en RDC pour sa première fois en 2010. Et quand déjà en 2011, il commence à s'intéresser en profondeur sur ta vie privée, sur ta tribu. Et c'est là que je lui ai dit,
connais la chanson et donc moi je te cache pas, je suis de telle tribu, voilà, je lui ai tout expliqué sans rien cacher. Je lui ai dit si tu veux tu me gardes, si tu veux pas me garder, je pars. Alors il a dit non, de toute façon ces histoires-là, bon, entre nous les blancs, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons les compétences. Et d'ailleurs, comme on travaille avec toi, tu es vraiment la personne qu'il faut pour le poste que nous t'avons réservé. D'ici là, d'ailleurs, nous allons trouver des bureaux et tout. C'était en 2011. Après, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme élection. Il était parti. En 2012, il m'a appelé. Il était en France. Il me dit, non, écoute, Fanny, il faudrait déjà commencer à chercher le bureau au centre-ville. Dès que je reviens, c'est pour qu'on commence. Quand il est arrivé, bon, il m'avait pas appelé tout de suite. Il m'a appelé, je crois, 2 mois après. Il me dira, écoute, Fanny, je te dois combien? Quand il m'a dit ça, j'ai compris. J'ai compris parce que, c'est une parenthèse, souvent il me parlait de ce truc, bon voilà, c'est qu'il se raconte, bon voilà, sur les tribus et tout, avec tout ce qui se passe dans les entreprises, voilà, bon, il y a des choses que je peux pas dire parce que c'est vraiment à la télé, hein. Je garde ça. Et je suis arrivée, je lui ai dit non, vous me devez autant. Il a dit ok, ça va, alors je pourrais t'appeler. J'ai dit non, ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus parce que je vois pas pourquoi vous allez me demander de ne plus travailler. Pourtant qu'il était question que je puisse trouver déjà des bureaux au centre-ville pour que nous puissions démarrer la chose. Alors, quand je suis sortie, j'étais vraiment déçue parce qu'à chaque fois qu'il y avait une fois, il y a ses amis qui sont venus, ils étaient au nombre de 3, c'était aussi des blancs. Ils ont dit, oh, en tout cas, si toi, c'est comme ça que tu as toujours travaillé, nous allons travailler avec toi le plus longtemps possible. J'ai dit, il n'y a pas de souci, moi j'ai toujours travaillé comme ça. Hein. Et puis après, moi je suis partie. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit que je n'allais plus travailler pour qui que ce soit. Quel que soit le poste qu'on pouvait m'attribuer, me donner, je ne pouvais plus accepter et que j'allais travailler pour mon propre compte. Que je réussisse ou non, que je tombe, que je me relève, que ça marche, que ça ne marche pas, ça marchera un jour. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler. J'ai ouvert cette ASBL avec une équipe de personnes. Nous avons commencé à encadrer les jeunes parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, je voulais ouvrir une entreprise, mais la personne me dit non. C'était un ami, me dit non, commence avec un ASBL, tu peux commencer avec certaines activités, ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Parce que si tu commences avec une entreprise, avec l'état actuel, tu auras dépensé beaucoup d'argent et tu risques de ne pas aller loin. C'est comme ça que j'ai commencé dans ce sens-là. En même temps, nous encadrer des jeunes, nous avons dépensé beaucoup d'argent qui pouvait servir pour nos activités entrepreneuriales. Mais à un certain moment, mon jeune frère, avec sa clique d'amis, qui ont commencé une jeune entreprise en 2011 avec les premiers documents, l'IDENAT et autres. Puis après en 2015, c'est là que nous avions eu notre RCC1, mais nous sommes tombés dans les mains de plusieurs escrocs à plusieurs reprises. Le premier, c'était un Camerounais. Nous avions des équipes, des ingénieurs. On avait sélectionné les ingénieurs parce que nous, on n'avait pas la technique. Nous avions les documents et le bureau, on était sous-logés. Alors, il fallait que nous puissions trouver des personnes qui ont des compétences dans tel ou tel autre domaine. On avait des personnes qui avaient des compétences dans la construction, dans l'installation des antennes de communication, alors téléphonique, hein, et il y avait ces techniciens-là qui étaient aptes à pouvoir monter les générateurs industriels. Et c'est comme ça que ce Camerounais-là, je ne sais pas par quelle magie, s'est rencontré au téléphone avec mon jeune frère. On envoyait des techniciens dans différentes entreprises hein, de la place, même à Fungurume, dans des entreprises minières. Ils partaient travailler, soit pour monter un générateur, soit pour essayer de le réhabiliter, ainsi de suite. Chaque mois, c'était pareil. Mais le monsieur ne nous payait pas. Parce que nous, on n'avait pas le contrat avec les autres. C'était avec lui. C'était comme un intermédiaire. Oui, lui, il était intermédiaire. Et le contrat n'était pas signé au préalable. Et comme moi, je venais quand même de différentes entreprises, je disais à l'équipe, j'ai dit, nous devons être professionnels, dans le sens où nous devons commencer d'abord par signer les contrats avec les personnes avec qui nous devons travailler. Mais vous savez, quand les jeunes commencent une activité, une entreprise, eux, ils voient déjà, voilà, nous allons vous payer autant, ils voient l'argent, ils ne voient pas déjà les garde-fous qu'il faudrait pour se protéger.
Et ils ne prenaient pas au sérieux les recommandations que je leur donnais. Je leur disais, écoutez, nous devons être professionnels. Il faudrait travailler de cette façon. Bon, malheureusement, qu'ils m'ont attribué un nom pour dire que voilà, professionnel, professionnel, professionnel. Mais nous devons travailler. C'est comme si j'exagérais un peu avec ce mot-là. Mais par la fin, ils ont fini par comprendre. Pendant 1 année et demie, nous avons travaillé sans recevoir un seul rang. La deuxième fois, nous sommes tombés sur d'autres escrocs. Nous avons travaillé avec des personnes qui sont venues, qui ont rencontré mon jeune frère à partir de l'un de ses amis de l'Est. Ils ont parlé au téléphone. Il lui a dit, non, tu vas recevoir telle personne, ce sont des entrepreneurs. Il y a des activités, des grandes activités. Comme vous avez tous les documents, vous allez travailler ensemble. Alors, il est arrivé à l'aéroport. Il a pris ces messieurs-là. Pendant ce temps-là, nous avions notre bureau. Nous avions notre bus. Et ce sont les parents en soi qui avaient financé nos activités, nos petites entreprises, pour que nous puissions avoir les documents et autres. Il est parti les chercher à l'aéroport. Et quand vous regardez les messieurs, c'était des métis, c'était des Indiens, c'était des Arabes, c'était des Congolais et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont partis au Grand Caravia, arrivés là-bas. Lui, il a vu que c'était vraiment sérieux. Ils ont échangé, puis ils sont partis. Après, le reste, c'était au téléphone. Et pendant ce temps-là, je m'excuse, c'est eux qui demandaient maintenant de l'argent. $5 000, $6 000, $3 000, $1 000 pour différentes activités, en disant que non, dès que nous terminons cette étape-là, nous allons vous verser $50 000, ainsi de suite, par rapport au travail que vous êtes en train de réaliser sur le terrain. Puis après, c'était fréquent, j'ai dit à mon jeune frère, il m'a dit non, on ne peut pas travailler de cette façon-là. On a essayé de revoir. Il me dit, non, Fanny, ces gens-là, tu sais, comme je les ai déjà rencontrés, ils ont promis de payer. J'ai dit, quel est le contrat qui stipule qu'ils vont payer et comment ils vont le faire? Elle me dit, non, tu vois, comme c'était un peu à la hâte, on n'a pas encore signé de contrat. Ils ont promis de signer le contrat dès que nous avons fini avec la première activité. Je vous dis qu'on a perdu beaucoup d'argent. Il y avait même l'argent de certaines connaissances. On a eu des problèmes. Je vous dis que quand vous n'êtes pas encore passé dans ce genre de problème où ces grands escrocs ne vous ont pas encore escroqué, ne vous dites pas que vous êtes un entrepreneur, je vous dis vrai. Au finish, nous avions été escroqués et dans cet argent que ces gens-là ont pris, sans pour autant nous payer d'abord pour le travail que nous avions réalisé, on avait au moins $30 000 d'argent perdu. Et ils ont disparu dans la nature. Là, c'était vraiment une deuxième expérience. Comment se remettre de tout ça? Voilà. C'est par la détermination. Parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui se suicident quand ils ont ce genre de problème parce que vous avez autant de personnes qui vous font la pression pour leur argent. Vous voyez? Et quant à ceux, vous savez, on est aussi chrétiens. Le Dieu que nous prions, il est vrai. Il sait comment vous sortir des situations les plus complexes. Nous n'avions plus de solution à l'instant. Nous nous sommes rabattus sur cette grâce divine pour pouvoir nous sortir de cette situation. Et on avait tout perdu. Tout perdu. Et en même temps, plus on priait, plus la pression augmentait, plus on devait de l'argent à gauche, à droite. Et là où on payait le loyer, on payait à 900 le mois. On nous a déguerpis, il fallait payer les arriérés et tout. Imaginez-vous, j'ai même eu un document, en fait, je n'en parle pas, on continue avec d'abord le sujet. Nous nous sommes retrouvés dans ces situations hyper compliquées et j'ai dit à mon jeune frère, voilà la conséquence de quand on ne signe pas un contrat et quand on n'a pas un avocat conseil. À partir de ce moment, nous allons tout traiter avec un avocat conseil et nous devons trouver toujours un contrat à signer en bonne et due forme. Et c'est comme ça que nous avions trouvé une autre activité qui avait quand même donné
En même temps, il y a eu aussi le papa qui, après la Gécamine, par la grâce divine, il a eu le boulot chez Boss Mining et tout. C'est lui qui a donné aussi un coup de main. Et nous sommes sortis de ce grand problème. Et c'est à partir de 2015 que nous ne travaillons plus jamais avec sans avocat et sans contrat. Sans contrat. Et petit à petit, on trouvait des marchés, mais en bonne et due forme. Et avec l'avocat conseil, nous sommes rentrés d'abord à nos anciennes activités dans le cadre du marketing. On faisait la promotion des produits de Bralima. Je m'excuse, hein. Là, vous allez vraiment couper. Il y avait, on a travaillé avec McDowell's, on a travaillé avec JB, on a travaillé avec William Lawson, on a travaillé avec Vodacom, avec Airtel. On engageait les jeunes qui n'avaient pas du boulot, les jeunes étudiants aussi, qui avaient fini, d'autres qui n'avaient pas fini, qui avaient besoin d'argent pour le transport, pour les bus, pour les frais académiques. On a travaillé avec ce genre de personnes pour la promotion des produits d'autres personnes. Parce que là, ça ne vous demande pas beaucoup. Vous voyez, vous avez vos documents, parce qu'on avait le RCCM en 2015, et nous sommes partis frapper maintenant à chaque porte. Là, on nous ouvrait les portes, c'est là qu'on travaille. On nous ouvre, on travaille, on faisait la promotion de différents produits. Et c'est ça aussi qui nous avait permis de nous relever petit à petit. Et à un certain moment, nous avons aussi commencé avec nos produits capillaires, les autres produits, en dehors du premier produit capillaire. Cette fois-là, nous avions voulu améliorer l'aspect, donner un nom et élargir aussi la clientèle. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Mais avec les cosmétiques, nous n'avions pas encore été pendant ce temps-là dans les normes avec certaines structures telles que OCC et autres. Mais on n'était pas non plus dans des supermarchés parce qu'il fallait que ça passe d'abord dans le contrôle pour que les produits répondent aux normes. Alors, les personnes qui connaissaient nos produits achetés, et au fur et à mesure, nous avons commencé à essayer d'avoir des documents à gauche, à droite par rapport aux entrées que nous étions en train de faire. Donc, plus vous faites une entrée, vous déversez dans un programme que vous aviez eu à faire, par exemple, pour avoir tel ou tel autre document, pour, c'est pas moi, améliorer le design, pour, c'est pas moi, améliorer le produit. C'est comme ça qu'on évoluait et voilà, c'est parti de là. Et jusqu'à essayer d'agrandir un peu l'entreprise. C'est vrai que ce n'est pas encore une grande entreprise, c'est vraiment... Votre entreprise, c'est Dolphin Expansion Service. Dolphin Services Expansion. Ok. Et vous offrez quel service? Vous avez parlé du marketing, du cosmétique. Quelle est la gamme de services que Dolphin Expansion Service offre et quelles sont les cibles par rapport à chaque service? Oui. Nous avions aussi le service d'hôtesse. Le service d'hôtesse, là, on prenait ou on prend généralement les étudiantes. Pourquoi les étudiantes? Parce que à chaque fois qu'on les recrute, nous avons ce devoir-là de coacher aussi ces jeunes filles pour qu'elles apprennent à se valoriser. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'un syllabus, tu as besoin, c'est pas moi, de la rame de papier, des frais académiques. Tu dois apprendre à travailler plutôt qu'à te donner pour avoir, c'est pas moi, l'argent pour te payer les frais académiques. Et c'est comme ça que nous recrutons ces jeunes étudiantes pour les activités VIP sur la ville. À un certain moment, on avait suspendu vu qu'il y avait beaucoup d'insécurité parce que vous êtes responsable de toutes ces jeunes filles avec qui vous travaillez et les activités. Les événements, c'était souvent dans la soirée, VIP. Et par prestation, on donnait facilement $30 à l'étudiante. Quand c'est 2 jours, c'est $60 déjà qu'elle a. Et elle pouvait facilement s'acheter un petit recueil, peut-être d'exercice. Elle pouvait facilement s'acheter, se payer le transport. Et on tenait compte de tout ça, de tous ces paramètres. Quand il fallait même fixer le prix,
le prix par hôtesse quand il fallait payer, parce que nous avions un objectif derrière cela. C'est pour sortir un peu les étudiantes de la fainéantise et les apprendre, leur apprendre quand même l'entrepreneuriat d'une certaine façon, l'autonomisation de la femme. Donc, il faudrait que la femme sache se prendre en charge en travaillant. C'est comme ça que nous sommes partis dans cette optique-là. Et la cible, justement, ce sont des étudiantes. Par rapport au marketing des produits, là, ça dépend du client. Quand le client vient, c'est lui qui détermine le profil qu'il voudrait pour son activité. Parce que je me rappelle une fois, il y a une entreprise qui nous avait sélectionné pour la promotion d'un produit. Et quand on a présenté les hôtesses, après, quand on a eu des échanges avec les responsables, ils me diront non, pas l'autre dame parce que elle a la barbe. Ça ne répond pas au profil de notre produit. C'était quand même une belle fille. Alors, quand j'ai essayé de parler avec la dame, mais sans pour autant lui dire que c'est parce qu'elle avait la barbe qu'on n'a pas pu la retenir, j'essaie de dire que voilà, on a limité le nombre de personnes. Alors pourquoi tu as pris les autres, tu m'as pas pris moi et tout. Elle en a fait de problème, j'ai essayé de lui expliquer, finalement, elle m'a fait tellement de pression, elle a expliqué même à sa maman que voilà, on a pris tout le monde, Fanny m'a laissé, pourtant on a toujours travaillé avec Fanny. J'étais obligée de lui dire que non, le profil, il était comme ça, on a dit ça, parce qu'il fallait que je lui dise, on fait la vérité, hein, pour qu'elle sache que non, voilà pourquoi j'ai pas été retenue. Et donc, pour les autres services, par exemple, pour les produits capillaires et corporels, là, vous devrez savoir être un vrai marketeur. Pour moi, un vrai marketeur, c'est celui qui peut faire vendre un congélateur aux Esquimaux. C'est celui-là qui peut vraiment travailler dans les produits cosmétiques. Parce que quand déjà il connaît le produit, quand elle connaît le produit, elle peut mieux faire les ventes. Donc, on choisit chaque département a son profil et ça dépend aussi du service ou du produit. Ok. Je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a un plus grand besoin en dehors du marketing, de vente. C'est vraiment la gestion de votre équipe. Je pense que ça, c'est quelque chose de très compliqué, que beaucoup d'entre nous sommes encore en cours d'entrée. Donc, c'est quoi votre expérience avec la gestion de vos travailleurs? Quelle est cette relation que vous avez créée avec vos travailleurs pour qu'ils puissent vraiment se lier à votre vision de faire les choses? Oui, c'est une très bonne question. Les personnes avec qui on a toujours travaillé, bon, personnellement, j'ai toujours eu des formations, des formations qui sont organisées au niveau de la ville. Et moi, c'est depuis longtemps que j'ai commencé à entrer dans des formations. Le fait d'avoir des formations sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de l'entreprise, j'ai appris comment est-ce qu'il fallait gérer les émotions des personnes avec qui vous travaillez, gérer le personnel avec qui vous travaillez, comment avoir confiance en ce personnel, comment eux peuvent avoir confiance en vous. Parce que je suis de nature à être stricte. Voilà. Alors, quand je dis c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, j'étais trop stricte au départ. Alors, mon jeune frère qui me disait non, Fanny, lui n'est pas du genre. Alors, il disait non, c'est pas comme ça, sinon tu vas faire fuir les gens ici. J'ai dit non, mais il doit apprendre à travailler. On n'est pas venu ici pour nous amuser. Et donc, les Congolais sont habitués à venir au boulot, à ne pas vraiment travailler comme il se doit. Ils mélangent le tout. On ne peut pas mélanger le travail et la vie de la maison. Vous voyez, il faut qu'on puisse mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Alors, au départ, c'était difficile parce que quand vous êtes trop strict, vous êtes une femme et vis-à-vis des autres jeunes femmes, ça crée souvent oui, exactement. Mais à force d'avoir des formations, ça m'a recadré. Et là, je sais maintenant quand être dur et quand relaxer. Et quant à la gestion, ça n'a pas été facile. On avait toujours des factures qu'on prenait à gauche, à droite, mais l'organisation au sein de l'entreprise, on n'en avait pas, parce qu'on n'avions pas d'expérience. On ne gardait pas les factures, ainsi de suite. Donc, on gérait, on recevait l'argent,
nous nous disions, voilà, pour les travailleurs, on s'était entendu comme ça, on paye, et puis nous, le reste, on se partage. Nous avions commencé en 2011, vous imaginez un peu, et c'est comme ça que ça se passait. Mais après, avec des formations, pour essayer de nous retrouver, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas fait la comptabilité, les finances. Alors, nous avons pensé avoir un expert comptable qui est aussi dans le domaine des finances pour pallier à ce genre de situation. C'est comme ça que nous travaillons avec... parce que quand vous prenez beaucoup de gens au sein de votre petite entreprise, vous ne saurez pas les payer. Vous voyez, il faudrait une petite équipe, mais efficace. Mais les autres, ce sont des consultants, ce sont des journalistes. C'est comme ça que vous pouvez vous en sortir. Et c'est comme ça que nous avons pris ce genre de personnes comme consultantes. Et nous les consultons, ils nous donnent des orientations. Et quand il y a des formations, nous ne ratons pas ce genre de formation. On se forme chaque jour. Et c'est comme ça que petit à petit, nous organisons notre travail, nos finances. Donc, c'est un peu ça. Et à ce jour, est-ce que vous pouvez dire que votre entreprise est maintenant stable au niveau de la gestion, au niveau du leadership, au niveau des finances et de la rentabilité quand même, vu que d'où vous venez depuis 2011, ça vous fait 12 ans? Oui, exactement. 12 ans en train de rencontrer des grandes difficultés, où on ne faisait que tomber, on se relevait, et quand vous relevez, c'est un réseau d'escrocs qui reviennent encore, qui vous terrassent encore, donc vous êtes terrassé, et quand vous essayez de vous relever, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que la gestion n'est pas encore au top, vous voyez, parce que bon, si nous voulons que la gestion soit vraiment au top, nous devons mettre les personnes qui ont de l'expertise et les compétences pour chaque département. Et dans chaque département, il faudrait qu'il y ait ces personnes compétentes. Et pour mettre en place toutes ces personnes-là, il faudrait les payer et tenir compte que ce sont des travailleurs et qu'à la fin, il faudrait aussi un décompte final et tout ça, on étudie. On ne se lance pas aveuglement. On se dit, voilà, on commence avec juste quelques personnes qui peuvent signer le contrat, 2, 3 personnes. Les autres, ce sont des journaliers, des consultants. C'est comme ça que nous travaillons. Et quant à la rentabilité, je me dis que c'est maintenant où nous asseyons vraiment l'entreprise de telle sorte que nous puissions être visibles, qu'il y a beaucoup d'investissements. Donc, on met plus d'argent que de bénéfices. Quand vous faisiez avant, vous payez les salariés, vous faites. Exactement. Maintenant, là, on réinvestit parce que l'objectif est d'avoir des personnes qui ont des contrats et qu'on ait quand même plusieurs personnes avec des contrats, pas 2, 3 personnes ayant des contrats, les autres sont des journaliers. Non. Non. Nous allons dans cette optique-là. Et c'est quoi la vision de maintenant, voir par exemple d'ici 5 ans, d'ici les prochaines 5 ans? D'ici 5 ans, vision? la grande vision que nous avons en tant que femme entrepreneur congolaise, moi je me dis que Dieu nous fasse grâce parce qu'en toute chose, nous mettons vraiment Dieu en avant. Dans ce que nous faisons, nous sommes d'abord chrétiennes. Et partant de ça, que Dieu puisse nous faire réussir dans le sens où que notre gestion puisse être une gestion de pointe et que les entrées puissent vraiment s'agrandir, que nous puissions dans les 5 ans avoir aussi des concessionnaires, ça veut dire quoi? Des gens qui peuvent venir avec, ils peuvent venir prendre nos produits, comme eux, ils sont des grands producteurs. Ils peuvent aussi produire dans n'importe quel autre pays. Ensuite, nous avons aussi notre part. Eux, ils ont leur part. Et si Dieu nous fait grâce et que nous sommes des concessionnaires, nous allons aussi commencer à préfinancer les jeunes entrepreneurs. Parce que la vision est que la jeunesse congolaise puisse quitter la distraction,
Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 94% de chômeurs en RDC. Et la plupart des jeunes sont utilisés en politique. Et ces politiciens sont en train de tuer l'avenir de cette jeunesse. Et à chaque fois qu'on me donne l'occasion devant un micro, moi je dis toujours à la jeunesse d'essayer de créer. Il faut pas attendre que l'État puisse te donner un boulot. Mais de là où tu es, crée un boulot, commence déjà à être quelque part, à avancer, à te construire pour que tu puisses aussi engager d'autres jeunes. Parce que avec le taux de chômage, ça fait plusieurs années déjà, il y a plusieurs qui ont déjà la trentaine, la quarantaine, et déjà la pension, c'est pas loin. D'ici 30 ans, 35 ans, la majeure partie des jeunes d'aujourd'hui auront déjà 65 ans. Et si vous restez derrière ces politiciens, eux, ils sont en train de construire les entreprises pour leurs enfants. Vous êtes derrière eux en train de vous contenter des miettes, d'un $5, d'un $10, mais vous oubliez votre avenir. Et donc, revenez, hein, mettez l'intelligence dans votre cerveau, essayez de vous construire maintenant là une vie. Parce que dans 35 ans, vous serez pensionné. Et qu'est-ce que vous ferez si aujourd'hui vous ne travaillez pas? Mais le politicien en question, il a déjà assuré la vie de sa famille. Réfléchissez-y, voilà. D'accord. On va aller maintenant dans un avant-dernier volet. Vous êtes aussi président de 2 associations qui portent presque toutes les mêmes noms. Vous pouvez nous en parler? Pourquoi avoir créé ces associations ou s'être intégré dans ces associations et c'est quoi le but? Quand on parle toujours de femmes fortes, c'était quoi? Oui, bon, nous commençons avec REFEC, qui est le réseau des femmes fortes entrepreneurs congolaises. Cette plateforme, en soi, c'est un groupement d'intérêt économique. Et le groupement d'intérêt économique, là, on retrouve soit des individus, soit des entreprises qui sont dans ce regroupement. Et l'objectif est que mettre des mécanismes pour que chacun puisse se développer sur le plan économique, vous voyez. Et généralement, avec un groupement d'intérêt économique, là, la gestion se fait entre le comité de gestion et l'assemblée générale qui constitue des membres qui se sont adhérés. Et REFEC se retrouve dans Copemeco, qui est une chambre de commerce. Et je suis là dans le comité de gestion et nous sommes là pour pouvoir sensibiliser les femmes entrepreneurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui mettent ensemble les femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui œuvrent, bon, des femmes entrepreneurs qui œuvrent seules et qui ne connaissent pas des entités qui s'occupent justement des femmes entrepreneurs. Et ça pour objectif de récupérer toutes ces femmes-là, même les femmes rurales, vous voyez, on les met dans ce genre de structure. Nous formons ces femmes-là parce qu'il y a aussi des hommes genrés parmi ces femmes qui sont là, qui forment sur le plan de la gestion de l'entreprise, l'éducation financière. Il y a beaucoup de formations qui se passent là et on adapte selon le niveau de certaines femmes. Et l'objectif est que ces femmes-là puissent quitter l'informel, pour aller vers le formel. Parce que quand on est dans le formel, qu'on peut grandir. Lorsqu'on reste dans l'informel, on ne peut jamais grandir. Et c'est à partir de toutes ces formations que ces femmes peuvent comprendre que voilà, j'ai commencé d'un point A, je suis à un point B, je pars à un point C et vous allez vous retrouver finalement avec des grandes femmes, des entrepreneurs. Et c'est avec le réseau des femmes d'entrepreneurs, c'est ça, REFEC. Il y a beaucoup d'objectifs dedans, je dois être bref. Et avec l'association des femmes fortes, là, il y a notre présidente, maman José Rachidi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un certain moment, il y a des femmes qui se sont levées pour pouvoir sensibiliser les Congolais, même l'artiste musicien Fally, qui devrait donner, je sais pas moi, 40% de ses bénéfices de l'un de ses cancers, et les Congolais aussi de différentes entreprises qui devraient donner aussi une part qu'on devrait déverser aux familles des militaires qui sont au front.
Il fallait soutenir ces militaires. Oui, c'est la présidente des femmes, de l'association des femmes fortes qui en est l'initiatrice. Et avec cette association-là, nous sommes des femmes ayant d'abord chacune une activité dans un domaine précis, une activité qui nous procure des revenus. Et chacune, avec ses revenus, nous nous mettons ensemble, nous mettons nos moyens ensemble et nous organisons des activités terrain où nous pouvons, comme Akin, bon, ici nous avons commencé il y a, je crois, 1 mois et demi. Et Akin, là, on finance les femmes du marché, celles qui vendent des tomates, les oignons, les épices. On te donne, c'est pas moi, $200. Tu essaies un peu d'agrandir ton chiffre d'affaires et après tu commences à rembourser des petits montants sans pour autant sentir le poids du remboursement. Donc nous sommes là, femmes fortes, pour aider les autres femmes fortes dans divers domaines. Et entre nous, les femmes fortes, si nous savons qu'il y a une femme forte, par exemple, qui a une salle de fête, nous nous mettons ensemble. Si nous avons une activité, un événement, nous allons chez elle. Pourquoi? Parce que elle doit grandir dans son activité. On choisit cette dame, nous prenons sa salle, c'est ça l'objectif. S'il y a une femme forte parmi nous qui a un service traiteur, nous prenons le service traiteur de cette femme. C'est question de développer les femmes, vous voyez. Et une femme forte, c'est une femme qui est vraiment déterminée à aller vers l'avant pour le bien-être des autres. Ça, c'est quant à la deuxième structure, l'association des femmes fortes. C'est un peu ça. Je pense que pour moi, pour chuter, j'ai juste une dernière question. C'est quoi une journée dans la vie de Madame Fanny? C'est quoi votre routine? Une journée. Waouh! Waouh, c'est une question un peu difficile. Un peu difficile, pourquoi? Parce que je planifie toujours mes journées en fonction d'abord de ce que je fais en tant que femme entrepreneur par rapport à mes produits. En dehors de ça, je suis dans une chambre de commerce où j'ai des responsabilités et en même temps, j'ai des responsabilités dans d'autres structures. Et quant à ce, j'organise d'abord, je planifie ma journée. Quant à ce, je reçois des partenaires qui viennent au bureau parce qu'il y a d'autres personnes qui m'appellent, qui me disent par exemple, non, en tout cas, j'ai besoin de tel produit et tout, je passe, tout, je planifie. Mais alors, il y a souvent des imprévus dans le sens où on peut t'appeler, on te dit que voilà, nous avons une réunion tout de suite là parce qu'il y a tel cas, tel autre cas dans le cadre des femmes entrepreneurs par exemple. Et c'est sans ce genre des petites choses qui font que ma journée, je peux mieux la commencer en me disant, j'entre au bureau, je m'occupe de mes produits, j'essaie de planifier ma journée, je fais telle ou telle autre chose. Je sais que le samedi, là, je me repose. Mais il y a toujours ce qui vient bouger mon programme. Ou soit, non, il faudrait aller voir telle personnalité, il faut... Là, nous devons dépendre de cette personnalité-là et non pas de mon programme à moi. Vous voyez, en tant que femme entrepreneur, je dois adapter ma planification au programme des autorités de la place. Ouais. Je peux vous donner un exemple. Pour la journée de demain, je dois commencer ma journée en allant au gouvernorat pour rencontrer la ministre de Culture et Arts, que nous invitons aussi, c'est une femme, que nous invitons à notre manifestation, à notre rencontre des femmes fortes. Et nous devons aussi, par la suite, prendre un rendez-vous pour rencontrer le vice-gouverneur. Et après cela, j'ai une réunion à 11h avec le réseau des femmes entrepreneurs. Après cette réunion, parce que nous devons planifier l'activité du mois prochain. Après cette réunion, nous devons aller l'après-midi, disons juste après la réunion, ce sera déjà en début d'après-midi, nous devons aller dans la famille d'une femme entrepreneur qui a perdu sa fille et nous devons laisser notre enveloppe de solidarité. Ouais, c'est ça ma journée de demain.
Mais il peut arriver que la ministre a un programme qui change. Automatiquement, mon programme aussi sera chamboulé. Du coup, une question me vient. Vous trouvez du temps libre. Comment vous le faites? Comment vous passez votre temps libre après? Oui, c'est une très belle question. temps Oui, c'est une très belle question. Généralement, je ne sors pas. Je suis pas du genre à sortir, à faire la fête. Je passe plus le temps à la maison. Quand je ne suis pas les informations, là, c'est ma tête qui continue à fonctionner. Sincèrement parlant, chaque jour, j'ai toujours pensé sur comment améliorer, comment faire. Je ne vous mens pas. Il y a des gens qui peuvent ne pas me croire. C'est pour ça que je suis souvent seule. Vous voyez? Et le fait d'être seul, de ne pas être entouré des amis, ça vous aide à avancer avec vos projets. Mais si vous mettez des amis autour de vous, je vous dis que vous serez en retard avec vos projets. C'est une vérité. Et là, je m'adresse aux personnes. Ça dépend de quel domaine. Parce que quand vous n'êtes pas du même domaine, attention, hein. Même ce genre de personnes, quand vous n'êtes pas du même domaine. Exactement. Mais quand vous êtes vous avez les mêmes idées, vous voyez, là, vous pouvez prendre certaines choses de Ronnie, certaines choses de vous, vous voyez, ça vous aide à avancer. Et donc, dans ma logique, pour réussir dans ce que je fais, j'ai d'abord commencé à enlever tout ce qui ne sert pas à avancer dans l'entrepreneuriat. C'est que moi j'appelle les blablabla, d'accord? Et je passe plus de temps à voir comment est-ce que les autres ont réussi. Il y a YouTube qui nous montre tel qui a commencé avec 0 francs, qui aujourd'hui est multimillionnaire. Mais ce sont des personnes comme nous. Dieu merci, dans mon parcours, j'ai pu rencontrer un multimillionnaire qui nous a aussi formés, qui nous a montré comment est-ce qu'il est parvenu à être multimillionnaire. Quelqu'un qui n'avait rien comme argent. Oui. Et donc, tous ces conseils-là, on met en application. Donc, je mets ce temps-là quand je suis à la maison à suivre. Je ne suis plus les films, les séries et autres. Non. Tout ça, c'est bien beau, c'est bien pour me distraire. Mais je préfère me distraire avec des vidéos qui parlent, par exemple, sur comment commencer une entreprise, des émissions comme La Réussite, donc comment des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'ils présentent leurs produits, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. D'accord, on va finir par les questions traditionnelles du podcast. Comme vous savez, c'est un podcast qui met en avant des modèles d'intégrité de réussite. Est-ce que vous pensez que vous êtes un modèle d'intégrité de réussite? Réussite petite soit-il quand même. Après un parcours de 12 ans, oui, il y a quand même des réussites. Déjà survivre 12 ans, c'est une réussite. Oui, moi je peux dire que c'est une réussite parce que nous avons connu beaucoup d'échecs. Beaucoup de gens qui sont venus pour nous décourager. Il y a des gens qui nous disaient, mais depuis que tu as commencé, tu n'évolues pas. Mais aujourd'hui, les gens disent que, heureusement que tu étais persévérante, hein. Vous voyez un peu? Et si j'avais suivi le conseil d'autres personnes qui disaient, mais depuis que tu as commencé, tu sais, avec toutes les compétences que tu as, tu pouvais être dans telle autre entreprise. Et j'ai été sollicitée pour travailler dans certaines entreprises pour des très, très, très bons salaires, Oui, pour des très bons salaires. Mais j'ai refusé pour me concentrer sur mes objectifs et sur mon travail. Et c'est ça qui m'a permis de monter quand même les escaliers. Et selon vous, pour vous, c'est quoi l'Afrique libre quand vous pensez à ça? Moi, quand je pense à l'Afrique libre, c'est cette Afrique-là qui coupe d'abord le cordon ombilical avec les pays occidentaux. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas dépendre tout le temps des occidentaux, des multinationales. Non, pourquoi? Parce que en Afrique, nous avons tout pour nous développer. Regardez la Chine. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis, ils se battent sur le plan économique.
Qui pouvait s'imaginer qu'aujourd'hui, la Chine pouvait faire face aux États-Unis? Personne ne pouvait s'imaginer il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Personne ne pouvait s'imaginer. L'Afrique aussi est capable. Aujourd'hui, l'Afrique est au bas de l'échelle. S'il faudrait parler de tous les continents, vous voyez? Et pour que nous puissions être cette Afrique libre, cette Afrique développée, il faudrait que nous puissions d'abord prendre conscience de ce que nous sommes. Si nous prenons conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons, d'abord en capacité humaine, je vous dis que en Afrique, il y a une jeunesse qui trouble le monde entier. Ça, il faut que je vous le dise. Et cette jeunesse-là, c'est elle qui peut changer l'Afrique en un laps de temps. Alors, la discipline, le travail. Oui, j'y arrive. Alors, le monde occidental qui voit déjà ce danger, pour eux c'est un danger, qui voit ce danger-là, ils cherchent beaucoup de mécanismes pour pouvoir freiner l'élan du développement de l'Afrique. Et comme les Africains, certains sont encore distraits, quand il faut parler, par exemple, du développement, si on prend la RDC, la majeure partie des jeunes pensent que réussir sa vie, c'est dans la politique. Vrai ou faux? C'est une distraction, vrai ou faux? Et avec ça, vous voulez que l'Afrique soit libre? Non. C'est d'abord la prise de conscience que nous devons avoir en tant que Congolais, en tant que, c'est pas moi, Zambien, en tant que Camerounais, en tant que Malien, en tant que Sud-Africain. Prenons d'abord conscience que les Chinois, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce qu'ils sont entrés dans le laboratoire. Ils ont commencé à se former. Ils ont commencé à travailler durement, à passer du temps, non pas dans des futilités, mais dans le travail. Et si nous nous mettons aussi dans cette logique, je pense que nous n'aurons même pas besoin de ces pays occidentaux, occidentaux, je voulais dire. C'est eux qui ont besoin de l'Afrique, parce que les minerais, c'est ici en Afrique. Les minerais, c'est ici en Afrique. Et donc, ils sont en train de déstabiliser la politique de différents pays. Et c'est là que vous voyez qu'il y a des guerres. Quand il y a des guerres dans des pays où la jeunesse est en train de prendre conscience, eh ben, la guerre vient vous freiner. Et c'est ça qui ne va pas avec l'Afrique. Et qui font des guerres? On est en train d'utiliser nos propres frères africains, mais qu'ils arrêtent d'être manipulés à cause de leur égoïsme, qu'ils essayent d'être égoïstes, parce que nous risquons de nous retrouver toujours au bas de l'échelle quand il faudrait parler de l'Afrique, pendant que nous avons toutes les compétences qu'il faut pour être même à la tête de tous les continents. Vous voyez, l'Afrique nourrit l'Europe. C'est pas pour rien qu'il y a maintenant des guerres entre la Russie et entre BRICS et l'OTAN. Vous voyez, il y a beaucoup de guerres parce que aujourd'hui maintenant les Africains voient clair que voilà, le Niger, c'est la France qui s'appropriait du Niger, et maintenant qu'il y a la Russie là-bas, ce sont des guerres entre la Russie et quoi encore et la France. Le Niger se dit ah, et donc c'est à cause de l'uranium que nous avons, ainsi de suite. Le Mali a compris. Les Maliens ont compris, mais que les Congolais aussi puissent comprendre. Pas quand nous organisons nos élections, c'est la grande partie des gens, des jeunes qui ne sont pas conscients, qui disent qu'il faudrait que les Européens puissent venir jeter un coup d'œil sur nos élections. Vous, quand vous organisez vos élections, quel est cet Africain qui peut lever son petit doigt? Oui, vous savez, c'est nous-mêmes, nous voulons qu'on nous respecte, mais nous mettons tout en jeu pour qu'on ne puisse pas nous respecter. Vous voyez? Si nous voulons aller de l'avant, si l'Afrique doit être libre, c'est d'abord qu'elle puisse se libérer au niveau de sa façon d'agir, de sa façon de réfléchir. Travaillons en réseautage. S'ils ont réussi parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont mis leurs intelligences ensemble, alors ils se sont développés rapidement.